Bonsoir et bienvenue dans ce lundi soir. Alors, cette semaine, on va parler de droit et on a avec nous un juriste anarchiste qui a participé à ce recueil, les juristes anarchistes. On va expliquer après de quoi il est question. Non, la question du droit, nous, ce qui nous intéresse beaucoup à la fois dans cette tentative, dans ce livre et dans le collectif autour, c'est que le droit, c'est quelque chose que la plupart d'entre nous connaissons mal et qui recouvre en fait des choses très 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 disparates. Si on y réfléchit bien, le droit, on se dit c'est à la fois trouver des règles communes, c'est savoir comment régler des litiges, c'est l'état de droit, comment s'organise le pouvoir politique, c'est parfois une manière de défendre les libertés ou de les limiter. Bref, le droit, c'est en fait a un nombre de facettes absolument infini. Et donc on voit bien que c'est une matière, des facs de droit, il y a des juristes, etc. Et en même temps, on voit qu'il y a aussi une espèce de petit surplus à ce concept de droit, une espèce de petit surplus qu'on pourrait presque dire métaphysique, c'est-à-dire qu'on a l'impression que s'il n'y avait pas de droit, dans le fond, on se tue, ce serait chacun pour soi et une espèce de chaos et d'anarchie au sens littéral du terme. Et donc on voit bien que le droit comme idée, c'est aussi ça qui fonde un peu cette fiction, je ne sais pas si c'est la fiction principale, mais en tout cas une fiction très importante, qui est la fiction de la société, quoi. On a besoin du droit pour faire la société, quoi. Voilà, donc on a un peu ces deux pans du droit. Le droit en tant que on va dire, matérialité, et le droit comme espèce de mythe constituant qui tient un peu nos existences de part en part. Donc là, j'en parlais, il y a donc un collectif, je ne sais pas si vous considérez comme un collectif, mais en tout cas un groupe de personnes, donc de juristes, que vous présentez comme des juristes anarchistes, et vous venez donc de publier un livre chez Garnier, qui, je vais te le faire expliquer après, mais alors pour commencer, il y a, on va dire, il y a un peu deux points de vue, il y a un point de vue dominant sur le droit. Donc, ce que je viens de dire, il est nécessaire, et puis on pourrait l'améliorer, il pourrait être plus juste, plus ceci, moins cela, etc. Ça, on va dire, c'est le point de vue dominant dans la société. Il y a un point de vue critique subversif, qui est, on va dire, celui qui court de Marx à Foucault jusqu'à Bourdieu, qui consiste à dire, en fait, le droit, ce n'est rien d'autre qu'une espèce de machinerie qui vient en fait cristalliser à un moment donné des rapports de domination et des rapports de pouvoir, et donc c'est le droit bourgeois, le droit ceci, le droit cela, donc le droit qui sera en fait la continuité des rapports de classe et de domination. Et donc qui serait à critiquer qui serait quelque chose de pas bien. Donc ça serait plutôt, on va dire, nous, notre point de vue. Vous tentez un geste qui est pas exactement le même, c'est-à-dire qu'en gros, vous dites, nous on est juristes et nous on est anarchistes, et donc on va essayer de penser la question du droit depuis l'intérieur du droit, quoi. Quelque chose comme ça. Alors est-ce que pour commencer, tu pourrais, dans un premier temps, parce que vous l'évoquez dans l'introduction du livre, nous évoquer un peu ce que sont les critiques du droit comme elles existent, et en quoi est-ce que votre démarche se décale de ça, quoi. Oui, complètement. Je pense que le premier point vraiment, c'est effectivement que c'est un groupe de recherche qui s'est constitué autour de la lecture de textes anarchistes classiques au moment de la pandémie sur Zoom. Et en fait, on voulait effectivement s'intéresser, on va dire, au passage entre les deux, de voir à quel point les anarchistes avaient utilisé ou non le questionnement juridique, et de s'interroger aussi sur un peu en résidu, à quel point est-ce qu'il existe dans le droit des pratiques ou des activités, des formes de processus juridiques qui peuvent se faire en fait sans ce rapport direct au droit étatique, c'est-à-dire qui peut exister en dehors du droit étatique. Et donc vraiment l'idée, c'était de dire, on va essayer de se positionner en pensant le droit comme une définition en fait plutôt d'activité autonome qui ne répond pas immédiatement ou uniquement de la systématisation ou la hiérarchisation de l'ordre, des règles, des lois, etc. Et donc en fait de montrer en quelque sorte que le droit étatique n'est qu'une modalité du droit en tant que tel,
une modalité qui existe avec son historicité, ses raisons d'être mythologiques autant que justement politiques. Et que là, en tout cas dans ce projet, c'est venu donc d'un colloque où on a invité des juristes, donc on dit les juristes anarchistes parce qu'on voulait évoquer justement un peu ce paradoxe. Alors, on le dit dans l'introduction, ça peut faire sourire, etc. Mais au sein du groupe et au sein des chercheurs qui sont venus présenter des contributions, il y en a qui se déclareront comme anarchistes ou non, mais l'idée c'était de vraiment voir si avec la matière juridique on pouvait faire travailler en quelque sorte le droit pour imaginer ou pour inventer ou voir si dans la réalité concrète, il y avait une possibilité de faire du droit pour des sociétés anarchistes en fait. Donc c'était un peu ça l'idée de la démarche. Et donc on a un moment effectivement où on évoque les différentes formes de critique du droit, les critical legal studies qui sont assez reconnus pour essayer de décrire et de montrer justement dans la réalité de l'application du droit quelles sont les idéologies en fonction, etc. Et nous, on voulait un peu se détacher de ça, pas dire que ce geste-là est inintéressant, mais de dire, là, c'est plus une question d'invention et de concrétisation à partir de pratiques juridiques. Et donc, au final, c'était pour essayer de voir si au sein de la communauté, ou en tout cas des représentants du droit, c'est-à-dire des juristes, des avocats, des juges, etc., s'il y avait un attrait pour réfléchir ensemble à ces modalités en dehors de la seule modalité du droit étatique. Donc voilà, je dirais que c'était un peu ça la base du projet. Et alors, pour préciser un petit peu, donc c'est un livre qui est pas écrit collectivement, c'est une série. L'introduction est écrite collectivement. Ouais. Mais après, on va dire c'est une collection d'articles, donc où il y a une cohérence évidemment entre tous, hein, mais donc qui s'attache à essayer de dénouer des nœuds assez différents. Et alors, moi, pas ce qui m'a posé problème, mais ce que j'ai trouvé un peu étrange, c'est que donc, le sous-titre, c'est Vers de nouvelles utopies concrètes. C'est-à-dire que à la fois, c'est-à-dire que vous tenez ensemble deux bouts qui, a priori, sont un petit peu différents. On va dire, qu'est-ce qu'un droit positif pourrait faire aujourd'hui, c'est-à-dire quelles sont, on va dire, par exemple, les failles dans le droit qui permettraient d'augmenter, de modifier, par exemple, des rapports à la propriété, etc. Enfin, en gros, ce qui aurait à tirer du droit aujourd'hui, mais aussi comment est-ce que, on va dire, pour le dire abstraitement, dans une société anarchiste, comment est-ce qu'on serait en mesure de poser la question des litiges, etc., etc. Et donc, il y a un peu les deux, c'est-à-dire il y a à la fois un enjeu utopique et à la fois un enjeu plus pris dans le présent, quoi. Et ça, comment est-ce que vous l'avez pensé, ça, si vous savez? En fait, il y avait vraiment cette idée, donc le geste général, c'était vraiment cette idée de on pose le droit comme une activité. On se dit dedans en fait il y a une possibilité d'invention du fait du langage juridique qui permet en fait une forme. Alors il y a eu beaucoup d'écrits sur la question de la fiction juridique et à quel point elle a servi, notamment chez les Romains qui justement utilisaient tout un tas de mécanismes pour inventer en fait des formes qui permettaient de faire survivre un héritage ou des choses comme ça. Et donc il y avait ce côté inventif fictif. Et le côté concrétisation c'est des processus qui existent, qui sont effectivement posés dans le droit positif et qui sont parfois complètement dépendants de la coercition de l'État ou des choses comme ça, mais parfois qui peuvent aussi juste être considérés comme une façon de faire qui pourrait être utile même dans une société qui n'aurait pas de fonction étatique centralisée. Et le deuxième geste, c'était de voir qu'il y avait aussi des dystopies, ou des dysfonctionnements possibles. Donc on en parle, il y a une contribution de Amina Hassani sur l'arbitrage et comment en fait les libertariens se sont influencés de certaines idées anarchistes pour créer ces tribunaux non étatiques, mais dans lequel il y avait tout un intérêt, en fait, une continuation post-coloniale de garder en fait les intérêts de l'extractivisme de différents États en inventant en fait un mécanisme qui au final a tourné en dystopie comme elle le décrit. Donc c'était un peu la deuxième chose, c'est de montrer que cette réalité des activités juridiques, si elle est sans état, elle peut aussi créer des dystopies. Faut pas non plus penser qu'on serait dans une utopie directement. Et enfin, l'idée un peu interdisciplinaire, c'était vraiment de dire
la théorie anarchiste, les pensées anarchistes peuvent aussi évidemment influer le droit et donc nous permettre de penser autrement le positivisme, le droit positif tel qu'il est acté aujourd'hui, quoi. Et ça, on a essayé de le faire vraiment en montrant que Utopie concrète, au final, c'est vraiment la volonté de se rattacher à une question quasi matérielle et pratique de comment on met en place, sans avoir une grande vision, une forme de, de proposition de valeur, de proposition idéologique, parce que justement on s'est dit, on va parler juste des pratiques, et ensuite c'est aux communautés ou aux personnes justement d'utiliser ces réflexions pour se dire comment on fait dans une société anarchiste quelque chose qui est du droit, parce qu'au final, on est obligé d'y penser, on est toujours confronté à la résolution de conflits, à la question de est-ce qu'on punit ou pas, donc évidemment le courant abolitionniste. Alors ça, c'est un peu d'ailleurs, on conclut le livre là-dessus, parce qu'on sait très bien que c'est un impensé du livre, c'est la question justement de l'abolitionnisme, du carcéralisme, de toute la logique punitive du droit étatique. Et de voir comment on pourrait repenser ce rapport-là. C'est aussi une des grosses questions qu'on a, et notamment dans une des conférences qu'on avait fait sur justement la violence étatique et son mode d'emploi juridique, et de voir qu'effectivement, dans la modalité actuelle, c'est un des problèmes centraux, quoi. En fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est de détacher le droit de l'État. Et en fait, c'est intéressant de voir que par rapport aux autres théories critiques du droit, donc la théorie marxiste, où le droit est uniquement cette superstructure qui vise à légitimer, masquer, amplifier des rapports de classe inégalitaires, ou les critical legal studies, qui sont à la fois marxistes, mais aussi déconstructionnistes, avec le droit, c'est de la politique, le droit, c'est un champ de bataille, etc. Vous, donc là, ce sont des critiques radicales du droit. Alors, chez les marxistes plus, chez les critical legal studies, on peut encore utiliser le droit comme champ de bataille pour avoir quelques victoires, mais de façon non naïve. Mais alors vous, dans le livre, en tout cas, on a l'impression que vous avez vraiment un acte de foi pour le droit, c'est-à-dire que vous croyez vraiment au droit, mais en le détachant de l'État, et finalement, vous êtes donc moins critique du droit que les marxistes ou que les critical legal studies. Et donc, la question que je me pose, c'est quelle est la définition du droit dans ce cas-là, parce que souvent, donc vous parlez de détacher ce droit de l'État, et donc ça fait penser à toute l'anthropologie juridique sur les sociétés dites non étatiques, ou en tout cas qui n'ont pas de droit écrit. Est-ce que leur droit est du droit? Donc nous, on a cette théorie du droit avec Kelsen, droit égale État, donc ça évidemment, on l'évacue, mais on a d'autres définitions du droit qui semblent quand même opérantes aussi pour les autres sociétés. Par exemple, pour que le droit existe, il faut une sanction, pas forcément la prison, mais il faut qu'il y ait une applicabilité, puis il faut aussi qu'il y ait une règle de changement, c'est-à-dire que ce droit puisse évoluer. Donc la question que j'aimerais bien vous poser, c'est comment on définit le droit? Quelle est la différence entre droit et pratique sociale? Donc, qui est toujours la question qu'on pose sur les... Voilà. Donc, mais ça a un intérêt, parce que vous avez vraiment voulu parler du droit. Donc pourquoi cette foi dans le droit, et quel droit? Alors, attends, avant que tu répondes, je précise une chose, c'est que là, c'est tout seul. Normalement, vous deviez venir à plusieurs. Tu te retrouves tout seul, il y en a qui sont malades, d'autres qui n'ont pas pu venir. Et donc, d'un seul coup, toute la charge de l'explication te repose. Évidemment, et j'allais m'en défendre juste en disant simplement que je pense que la foi dans le droit, elle varie selon les membres. Je pense qu'il n'y a pas un accord général de le droit, c'est notre voie de sortie, ou de pacification, ou d'utopie, de construction d'un monde meilleur. Mais par contre, alors je pense qu'il y a un côté où c'était un choix stratégique aussi par rapport à ce livre, qui s'adressait quand même en fait aux juristes en grande partie, même si l'idée c'est quand même d'ouvrir le débat et justement de discuter avec la théorie anarchiste et les penseurs et les acteurs anarchistes. Mais l'idée c'était vraiment de se dire, en fait, le droit, en parlant justement au sein des institutions, au sein du droit, en définissant le droit depuis le point de vue occidental, même si justement on fait la critique du droit étatique, on fait la critique du droit bourgeois, on fait la critique de ce monopole de violence, etc., de dire comment est-ce que on peut avoir cette discussion, tout en sachant que si on avait parlé juste de règles ou de normes ou justement de coutumes ou de société,
les juristes ou les avocats, etc., ou les professeurs de droit nous auraient directement écartés en mode c'est des anthropologues, c'est des gens qui veulent en fait abîmer en quelque sorte cette entité qui est le droit. Et donc je pense qu'il y avait un peu cette volonté de dire on utilise justement le vocabulaire systémique du droit positif actuel, on va voir ses mécanismes à lui, mais en même temps, alors là peut-être je parle d'un point de vue plus subjectif, mais en même temps il y a une reconnaissance que le droit ce n'est pas que ça, et que justement la volonté avoir foi dans le droit, c'est peut-être plus avoir foi dans des formes de processus ou de procédures ou de dialogue en fait qui permettent justement de décider communément de certaines règles. Et donc je pense qu'il y a une volonté en tout cas c'est comme aller faire des récoltes un peu par-ci par-là dans le droit actuel tel qu'on le connaît. Oui, du cherry picking, sans pour autant affirmer une volonté de rupture totale, parce que on n'est pas là pour envisager un programme de qu'est-ce que c'est que la suite, et on veut juste montrer qu'il y a des outils qui pourraient servir, mais si un jour les conditions historiques et matérielles sont présentes pour penser une société anarchiste. Donc c'est pas tant dire on veut faire du réformisme au sein du droit bourgeois ou du droit étatique, que de dire on sait qu'il y a des choses qui en fait qui ont une histoire, une lignée de pratiques pour résoudre des conflits qui existent encore dans le droit positif aujourd'hui et qui peuvent nous aider, nous, si on a une volonté de construire une société anarchiste, de penser que serait le droit de cette société-là, quoi. Je ne sais pas si ça répond... De toute façon, on va continuer la discussion. discussion. Avant de commencer, on s'était dit qu'on allait faire un peu en deux temps. D'abord une espèce de présentation, parce que en fait c'est un livre qui est assez difficile à présenter, parce que vu que ça, c'est pas que ça part dans tous les sens, mais en tout cas ça aborde plein de thèmes très très différents par des angles très très différents. Et moi je me disais on peut commencer un peu par balayer un petit peu les différentes et tout en les problématisant. Et donc le livre en fait en gros il est divisé, enfin pas en gros, il est divisé en trois parties. Et alors la première, c'est autour de la question des communs, de la propriété, donc c'est les anarchistes propriétaires. Et voilà, est-ce que tu peux juste nous résumer un peu les deux trois trucs? Moi là-dessus j'ai une grosse critique là-dessus, enfin pas une grosse critique, mais à mon avis un biais qui me paraît important. Mais donc est-ce que tu peux nous dire ce que cette partie-là, ce que vous essayez de dire en gros, donc la partie droit des biens, c'est vraiment, donc il y a 3 contributions qui en fait, justement, je pense, évoquent différents mécanismes interdisciplinaires pour essayer de faire penser le droit autrement, surtout autour de la notion de propriété. Donc il y a par exemple la première contribution, enfin c'est pas la première dans le livre, mais une des contributions, c'est celle de Claire Hanrault, qui va en fait se concentrer justement sur comment réinterpréter le droit de propriété par rapport à la propriété d'usage. Et là, en fait, il y a une inspiration directe à Proudhon. Proudhon qui, justement, on le dit dans l'introduction, en fait, influe sa pensée anarchiste avec du droit, en pensant justement le contrat fédératif comme un contrat synalagmatique et commutatif. Il y a, donc bon, c'est des termes un peu techniques, mais en gros, il y a une pensée du contrat dans la pensée anarchiste de Proudhon. Il y a aussi en fait un argument de civiliste, donc il va utiliser justement la distinction que des civilistes font entre droit de possession et droit alors lui il utilise le terme ensuite droit d'aubaine, mais c'est si je me trompe pas, c'est le droit je sais plus comment on le dit, potestere, donc il y a une différence entre possession et en fait propriété, et il dit que le droit de propriété en tant que tel, c'est le fait de faire fructifier ou d'abuser, et en fait c'est un droit d'aubaine, et il distingue ce droit-là du droit de possession qui est un droit en fait d'usage, et donc de dire on a la propriété d'usage. Et là dans cette contribution par exemple, elle va vraiment montrer comment des collectifs qui sont originellement des collectifs de squatteurs en Allemagne et en France
vont détourner certaines formes juridiques, donc les formes d'entreprise, par exemple en Allemagne, donc c'est le Miethauser Syndicat qui va, elle utilise cet exemple-là, qui va détourner la forme d'entreprise GmbH, si je me trompe pas. L'équivalent à SARL. Oui, exactement, c'est l'équivalent à SARL, et qui va en faire en fait une forme de protection pour des associations d'habitants qui vont sortir du coup des biens immobiliers du marché spéculatif et qui en fait vont définir la propriété par sa valeur d'usage. Et donc elle montre, il y a aussi l'exemple du clip en France qui est répandu dans quelques associations d'habitants, etc. Et donc, en fait, ce qu'elle essaye de montrer, c'est là, ici, c'est plus un phénomène de truchage, en quelque sorte, je sais pas comment le décrire, mais sous les lois, pendant que le chat ne voit pas, en quelque sorte, les souris dansent et s'organisent et font, en fait, des usages qui ont une vocation anarchisante. Hacker le droit, quoi. Ouais, c'est un peu un hackage. Et par contre, évidemment, dans la conclusion, elle reconnaît qu'il y a un problème de reconnaissance de cette pérennisation, parce que évidemment ce genre de technique est toujours vulnérable à un changement législatif profond, et ça, nous, c'est ce qu'on voit dans la contribution à laquelle je participe, où en fait Jean-Jacques Gandini, qui avait fait une première contribution pour le colloque, montrait un peu l'évolution du droit du logement qui allait vers une consécration, voire il y avait le Conseil constitutionnel en 95 qui avait déclaré que le droit au logement avait valeur constitutionnelle, c'était un objectif de valeur constitutionnelle. Il y avait plusieurs lois dans les années 80 qui avaient vraiment consacré ça, et la première contribution était plutôt positive vers on peut utiliser le droit actuel pour justement protéger les squats, défendre les gens. Et puis évidemment, pendant la période de publication, il y a la loi Kasbarian-Berger qui passe en 2023, qui retourne complètement l'évolution législative, même s'il y avait déjà eu un peu un effritement dès la loi Elan de 2018. Et en fait, dans ce moment-là, justement, on se pose la question de une fois qu'on est face à ce problème où on peut pas juste faire du hacking du droit, comme vous dites, il y a la question de est-ce qu'on doit pas justement revenir à l'interprétation, la définition quasi philosophique première du droit de propriété, et là du coup on a essayé de faire une ouverture sur les travaux vraiment superbes de Sarah Van Hoeksem sur l'interprétation du droit de propriété dans le code civil, et de voir comment en fait en quelque sorte l'interprétation de l'article 544 sur le code dans le code civil sur le droit de propriété influe ou impose une vision absolutiste en fait de ce droit, et comment on peut sortir de ça en se rendant compte que le droit est relationnel, qu'il y a des formes en fait de compréhension ou d'interprétation de cet article qui sont plus justement dans la notion d'une liberté d'habiter et d'une propriété d'usage. Et elle parle aussi de l'article 542 sur les propriétés communales qui est quasiment oublié, mais qu'on peut réinstituer. Donc c'est un peu des idées de comment sortir justement d'une impasse quand on nous impose une théorie absolutiste du droit de propriété qui va jusqu'à l'abus de droit. Et donc dans notre article, on parle de qu'est-ce que c'est que cette notion de l'abus de droit dans la doctrine juridique. Bon, c'est assez technique, c'est sûr, mais c'est vraiment une tentative de montrer que il y a des possibilités en tout cas d'ouvrir un dialogue sur comment repenser certaines formes juridiques pour les utiliser soit à notre faveur, soit dans une interrogation sur dans un moment historique plus tardif où on n'est pas sous l'hégémonie du droit étatique, comment effectivement réfléchir à un droit autre. Et je finirai juste là-dessus. Édouard Jourdain, c'est la troisième contribution de cette partie, qui justement parle de ça en s'inspirant justement du droit social de Gurvitch, des sources formelles du droit social, et de cette idée que, en fait, si on défend l'interdépendance, si on défend le droit comme relationnalité, en fait la logique de gouvernance par les communs, de façon horizontale, de façon fédérative et tout, devient beaucoup plus logique et beaucoup plus acceptable en fait dans la pensée du droit. Même si évidemment il y a des limites à ça aussi, quoi.
Mais non, moi, je trouve que c'est un des points, je sais pas comment bien formuler ça, mais je trouve que cette partie-là, c'est une partie où je trouve que la friction entre utopie et présent, je la trouve la plus compliquée en fait. Ouais. Je dis pas ça pour critiquer le livre, mais j'essaie d'ouvrir un peu les questions que moi en tout cas ça m'évoque. Et en fait, je trouve que quand on lit cette partie-là, alors d'un côté, il y a cette idée de on pourrait avoir des rapports de force au sein du droit ou grâce au droit, et donc des dallos, des machins, utiliser le droit, on va dire, en notre faveur, à la faveur de nous prolétaires. Et en même temps, très très vite, on voit que ça s'est rattrapé par le rapport de force plus général. Et c'était drôle, je le disais avant, mais hier, il y a un avocat publiciste qui est passé par ici, qui fait des dallos, qui défend des gens qui ont des dallos, et il nous expliquait que en fait, la préfecture était censée rembourser parfois des dizaines de milliers d'euros à des gens pour leur droit au logement, et qu'en fait, tout simplement, la préfecture ne paye pas, et que la loi est faite de telle manière que les juridictions administratives ne peuvent pas forcer la préfecture à payer. C'est-à-dire que donc il y a un droit, le DALO, vous êtes dans un logement qui ne convient pas, vous pouvez vous retourner contre l'État, vous gagnez, et lui me disait c'est fou parce que je suis obligé de dire à mes clients oui c'est bon vous avez gagné, ils sont là ok, mais alors qu'est-ce qui se passe ? Un, on leur donne pas un autre logement, donc ils ont gagné mais ça donne rien, et deux, la préfecture doit les dédommager, et en fait la préfecture ne paye pas tout simplement quoi. Et donc d'un seul coup là on voit quand même une petite friction entre entre le droit tel qu'il se dit, même tel qu'il se pratique, parce que là c'est des trucs, il y a des juges qui prennent des décisions, des machins, des trucs, des avocats qui sont payés, des aides juridictionnelles qui sont reversées, et puis à la fin des fins, la domination générale de l'idée de propriété privée, de machin là, fait que les pauvres avec votre dallo, juste on vous paye pas, allez vous faire foutre quoi. Donc on sent bien une limite là-dessus. Et je trouve que donc le versant de cette limite-là, mais bon, ça dont vous êtes absolument conscient, mais on va dire c'est la limite de croire au droit à ce moment-là, donc comme je pense que l'aspect défensif me paraît absolument normal, et en même temps y croire, ce qui n'impliquerait pas nécessairement d'y croire, juste de l'utiliser pour se défendre. Stratégie juste pour se défendre. Et en même temps, au moment où la question se pose on va dire, d'y croire, et donc de penser la question, et là vous essayez, c'est hyper intéressant, tous les passages sur la question des communs, etc., d'un point de vue légal, et en même temps, moi quand je lis ça, je me dis, mais il rate quand même un truc là-dedans, une question, on va dire, plus philosophique, plus abstraite, qui est que, moi je pense qu'en fait, on n'abolit pas la propriété privée sans abolir le désir de propriété, quoi. C'est-à-dire que dans chaque processus révolutionnaire, c'est pas des changements de forme, c'est pas on retire l'État, on va réorganiser comme ça, réinstituer un petit peu autrement, c'est toujours des moments, des mouvements, des solidarités, des liens, c'est tout un tissage de rapports qui font que d'un seul coup, les représentations du monde, les représentations de l'autre, que tout ça se décale et devient, on l'espère, en tout cas c'est le pari historique qu'on fait, et c'est ce qui se passe dans l'histoire, c'est que d'un seul coup, de nouvelles formes sont trouvées parce que les subjectivités se modifient, et donc d'un seul coup, c'est comme si penser du point de vue institutionnel, ça ratait dans le fond la question un petit peu foncièrement subjective et individuelle. Est-ce que je peux ajouter quelque chose ou c'est pas du tout réglementaire? Non mais justement c'est une critique qui est faite par le Critical Legal Studies justement sur le droit au logement. Ils disent en fait le problème c'est la forme juridique, parce qu'on va se battre pour la reconnaissance de droit plutôt que pour la jouissance effective du droit, et donc on va considérer qu'on a gagné avec une super décision de la Cour constitutionnelle, on a le droit au logement qui a été consacré, etc. Mais en fait, au final, on n'a toujours pas de logement, et donc toutes les ressources qui sont passées dans la bataille juridique, ce sont des ressources qui ne sont pas utilisées pour la vraie bataille, qui est la jouissance de ce droit. Donc est-ce qu'il ne faut pas complètement sortir du langage du droit, du formalisme juridique, qui en lui-même, de toute façon, est une stratégie vouée à l'échec, qui est dilatoire, pour épuiser les ressources de toutes les personnes. Et est-ce qu'il ne faut pas penser d'autres manières, par exemple, d'avoir un accès au logement garanti, qui passe justement pas par le droit, mais qui passe par d'autres manières de penser Voilà, donc ça c'est la critique typique du Critical Legal Studies. Et donc moi, je me suis fait la remarque aussi, je me suis dit en fait cette critique-là elle n'est pas vraiment présente dans le livre, parce qu'il y a vraiment cette croyance. Vous écrivez à un moment, je crois que c'est dans l'introduction, donc c'est collectif,
on croit au formalisme juridique. On veut le garder. Alors, mais peut-être, bon, ouais. je ne pense pas être l'auteur de cette phrase, mais par contre, parce que justement, moi je m'intéresse beaucoup à cette question du formalisme comme une forme d'exclusion, en fait, une capacité à exclure des droits substantiels qui seraient présentés sous d'autres formes. Et justement, en fait, il y a alors c'est intéressant parce que pendant la présentation qu'on a eue récemment, il y a un professeur qui a dit vous êtes formaliste sans vraiment l'être. Alors, du coup, je ne sais pas si ça peut servir de début de réponse à cette question de à quel point est-ce qu'on croit ou pas au formalisme, mais je pense qu'il y a dépendant. Alors, sur le point de vue stratégique, je suis tout à fait d'accord. Ça pose question de à quel point est-ce que on est en train de perdre une énergie folle, effectivement, à défendre certaines formes qui, au final, sont corrompues depuis le départ, en quelque sorte, dans la logique même. Qui sont que des formes. Exactement, qui sont que des formes. En même temps, je pense que peut-être cette croyance dans le formalisme, c'est plutôt dans l'idée de dire le formaliste joue un jeu de fiction, en fait. Il joue une capacité, justement, à imaginer des nouvelles formes qui, maintenant, la seule question, c'est à quel point est-ce qu'on nous y autorise ou pas dans le droit positif actuel. Et ça, c'est certain que je pense qu'actuellement, on est bloqué. Et quelles sont les solutions ou les stratégies pour assurer un logement ou justement le fait de vraiment pouvoir avoir le droit de possession ou en tout cas d'habitat. Moi je parle justement de liberté d'habiter comme un fondement en fait du droit de possession ou de propriété d'usage. Et c'est vrai qu'il y a une interrogation là-dessus où là, pour le coup, j'ai l'impression que peut-être on rentre dans un débat sur les stratégies révolutionnaires, où on rentre sur un débat où on sait très bien que la voie réformiste, elle a ses limites selon en fait l'existence actuelle du droit et ce qu'il permet dans son contexte historico-politique actuel. Et du coup, c'est vrai que là, ça devient une question à laquelle, c'est sûr, ce livre ne répond absolument pas. Parce qu'il a plus vocation à dire il y a autant des outils de défense, je pense, effectivement, qu'on exploite ou qu'on essaye de montrer à quel point ils ont servi ou ont pu servir pour des squatteurs, pour des questions de gestion des communs ou même d'un point de vue public, sur le droit public, il y a la contribution de Pierre Bance qui décrit un peu le Rojava et le Chiapas. Alors, il y a des limites évidemment, parce qu'on sait que vu le conflit, il y a des formes de dystopie aussi qui s'y créent, donc il ne faut pas non plus idéaliser ces formes-là. Mais c'est vrai que du coup, il y a une ambivalence, ça je le reconnais complètement dans ce livre, où en fait, on n'est pas dans une écriture d'une stratégie pour sortir du droit positif, et en même temps, on ne veut pas justement en rester là dans le formalisme actuel. Mais on reconnaît effectivement que le formalisme, en fait, il est une création de forme, et ça, c'est quelque chose qui en fait est génératif et utile, parce qu'on utilise tous, que ce soit dans des récits idéologiques ou dans des récits juridiques, on utilise en fait l'inventivité de la forme pour justifier nos moyens pour atteindre un but. Donc je pense qu'il y a quelque chose, philosophiquement en tout cas, peut-être ça touche à ça, peut-être qu'on n'est pas assez, clair sur ce message-là, mais pour moi, personnellement en tout cas, c'est un peu comme ça que j'interprète le positionnement de ce livre. C'est qu'il est dans un entre-deux, effectivement, qui le rend ambivalent, mais où il essaye plutôt de générer de la discussion sur qu'est-ce qui peut être utile, sans pour autant dessiner un horizon réel. Moi je dirais pas qu'il est dans l'entre-deux, en fait il fait les deux en même temps, et le truc c'est que l'écart entre les deux est flou, mais bon ça c'est la question politique générale, ça vous en compte pas, mais... Donc, ce que j'entends un peu pour éclaircir, pour moi, éclaircir un certain nombre des choses qui sont mises en contraste, j'entends d'une part quelque chose qui a trait à la question de
d'un droit relationnel, j'ai entendu. Hein, bon, bien sûr, tout ça, ça rentre dans la constellation un peu de la question des droits de commun. Bon, en effet, les textes Van Oxem, ils sont particulièrement éclairants sur toutes ces questions-là. J'entends une question de stratégie, comment, en fait, avec l'architecture du droit, stratégiquement, on est conduit à faire usage de failles, de manières de hacker des endroits dans lesquels il y a du champ pour expérimenter des choses qui vont à l'encontre un peu de cette sorte d'individualisation du droit. Mais ce qui m'interroge beaucoup dans cette mise en contraste-là, c'est la question du sujet de droit. C'est la question du sujet de droit. Comment on pense quelque chose. Et là, ça nous remet, ça nous contraint à penser la question anarchique, hein, lorsque on renonce à fonder tout ce que nous allons entreprendre sur l'idée d'un sujet de droit, mais d'un sujet premier. Et je ne sais pas si je m'explique sur cette question-là, mais je songe comme ça, c'est une lecture un peu ancienne, quoi, à Pierre Macheret, lorsque faisait un commentaire sur les concepts de la norme, de la norme chez Foucault, quoi. Et c'était la question qu'il posait lui, c'était la question de la productivité de l'immanence de la norme. Et ça, il la mettait en contraste avec la question de la loi. La loi comme institution de quoi d'un sujet, et ce n'était pas pour rien que dans ces textes-là, il menait une critique impitoyable à la conception du sujet dans la lignée de Lacan. Un sujet déjà fondé, une sorte d'arché d'origine à partir de laquelle on ne pouvait pas penser, ce que tu as dit Mathieu tout à l'heure, la constitution du social. Bon, c'est une sorte d'amalgame des sujets. Donc, donc cette question-là de la normativité immanente qui a été soulevée, donc qui pourrait nous faire penser à la question des économies morales qui, elles, sont des pratiques productives de règles qui font exister, qui trouvent les manières de faire exister la communauté. Est-ce que c'est pas justement en se décentrant de la question du droit et en allant un peu à l'encontre des formes qui aujourd'hui émergent à nouveau qui se veulent révolutionnaires, est-ce que c'est pas en se décentrant de cette question-là du sujet qu'on va pouvoir repenser le droit, quoi. C'est un peu la question, je ne sais pas si elle est suffisamment bien posée pour qu'elle puisse donner lieu à un prolongement, mais qu'est-ce que c'est cette question-là du sujet des droits sur lesquels viennent se rabattre des gens qui s'affolent avec les libertariens, qui disent on s'en fout des sujets, on s'en fout des institutions de l'État, etc., etc. Et donc là, se pose la question, si on se décentre de cette question du sujet, on se décentre forcément de cette question-là de l'institution et des forces instituantes. Effectivement, le sujet de droit, c'est vraiment intéressant comme question, et donc ça me fait penser on a eu... quand on a présenté le livre en fait, au laboratoire à l'école de droit de Sciences Po, il y a eu vraiment cette interrogation sur la question alors en fait il y a un professeur qui nous a dit tout simplement que ça lui faisait penser effectivement à l'interrogation sur les travaux de René Desmogues sur qu'est-ce qui peut être un sujet de droit, et les accusations qu'on lui avait faites et qu'on pourrait en fait nous renvoyer un peu dans ce livre, d'essayer justement de faire entrevoir une conception du droit qui n'a pas de fondement constitutif ou instituant, mais tout en ayant justement une défense de ce formalisme qui paraît effectivement dès l'introduction du livre. Et donc il y a un peu cette question de à quel point est-ce qu'on peut défendre les formes juridiques tant qu'elles sont libres d'usage en quelque sorte. Et moi c'est à ça que ça me faisait vraiment réfléchir, de la notion justement de qui peut rentrer formellement dans le droit. C'est vraiment une des questions qui pour moi est assez essentielle de la légitimité ou non d'une institution du droit. Alors justement, nous on essaye de penser, en tout cas l'exercice qu'on a demandé aux juristes dans leur contribution, c'est de penser depuis le droit, mais sans se référer à la modalité étatique, et donc
à cette forme instituante qui est effectivement le dogme du droit positif actuel. Donc c'est vrai que le sujet de droit, c'est un très bon point d'entrée en fait, pour ouvrir philosophiquement à la question de à quel point est-ce que les formes sont contraignantes dans leur façon justement d'être une imposition des lois d'un État ou même de l'Empire, parce que il y a toute la question évidemment du droit romain qui a influé qui a traversé à travers le christianisme et sa récupération dans les royaumes en Europe, et ensuite dans les formes républicaines. Et donc oui, c'est vrai que c'est un point d'entrée dont le livre ne traite pas forcément, mais qui traverse tout. Enfin, moi, en fait, je traverse, voudrais complètement. de ça pour passer à l'étape d'après, parce que je trouve que c'est en fait, moi, j'ai l'impression que une question qui n'est pas vraiment énoncée dans le livre, mais qui, à mon avis, le traverse de part en part, c'est la question institution-destitution. Et nous, alors, je sais que nous, par exemple, c'est un désaccord qu'on a de longue date avec Frédéric Lordon. Nous, on a toujours un peu rigolé en disant qu'il voulait absolument voir des institutions partout, et donc Frédéric, lui, il pense que serrer la main, c'est une institution. Bon, nous, on aurait tendance à dire, non, en fait, se serrer la main, c'est serrer la main, et de la même manière qu'on pourrait dire que régler un litige, c'est régler un litige, c'est pas nécessairement faire du droit. Punir collectivement tel ou tel, enfin, quelle que soit la punition, machin, tel ou tel comportement, on pourrait dire que c'est quelque chose qui a existé en deçà et par-delà la question de l'institution. En sachant que quand même, on va dire un peu en sciences politiques, l'idée même, la conceptualisation même d'institution, elle est située, c'est-à-dire que ça vient quand même d'une idée relativement angoissée, notamment des sociologues, etc., que c'est à se dire, en fait, donc on voit bien le roi, il n'y a plus de roi, il n'y a plus ce qu'on veut là, donc il y a la démocratie, le pouvoir du peuple, mais en même temps, on voit bien que le peuple, attention, il est quand même un peu potentiellement barbare et sauvage, on peut quand même pas le laisser tout seul se dépatouiller. On a donc bien besoin de cette médiation qui va être que va être l'institution entre le pouvoir et le peuple. Donc à l'origine même, le concept d'institution, c'est un manque de confiance assumé et absolu envers la liberté propre, et donc l'institution, elle vient se substituer à ce que nous, par exemple, pourrait dire l'expérimentation. Bref. Mais donc voilà, cette tension institution-destitution, elle traverse tout le livre, et je trouve qu'un des endroits où elle le traverse d'une manière hyper intéressante, c'est la partie d'après, qui est sur ce que je disais, voilà, sur la question du droit, enfin sur la question de l'arbitrage en fait. Et notamment sur l'action de la coutume, la jurisprudence, etc., où là il y a des désaccords qui se, même entre vous, qui se formulent. Et voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire dans les grandes lignes sur ce truc litige, arbitrage oui, complètement. Je pense que, alors j'ai perdu mon train de pensée, mais j'avais une idée quand vous parliez là de justement l'institution, le fait d'instituer, et non, j'ai perdu mon... Bon, c'est pas grave. Mais en gros, en tout cas sur les litiges et sur la forme que peut avoir justement la résolution de conflits, il y a vraiment une question de à quel point effectivement est-ce que le droit est-il nécessairement en fait l'autorité définitive pour résoudre les conflits. Et c'est vrai que c'est un des sujets qu'on va retrouver effectivement dans la contribution de Louis Hill sur la jurisprudence, sur l'atout en quelque sorte de la jurisprudence comme plus flexible, qui alors lui justement la met en opposition à la coutume, qui peut avoir une apparence de conservatisme, de traditionnalisme, qui peut du coup figer. Et en même temps, on connaît des contre-exemples anthropologiques qui montrent justement dans plein de sociétés que, au contraire, parfois, la coutume peut avoir une forme inspirante, très organique, flexible, pour justement réinventer en quelque sorte quelle va être la sanction ou pourquoi, par quel rituel on va conjurer en quelque sorte la violence ou autre. D'ailleurs, c'est Édouard Jourdain qui en parle dans Sauvage le politique et le sauvage, si je ne me trompe pas. Et effectivement, il y a vraiment cette question
quelle peut être la condition, même pour le droit, en fait de présenter une voie de sortie à quelque chose qui est tout le temps apposé comme un dogme. Et donc là-dessus, d'ailleurs, on avait eu un peu un questionnement. Lors d'un des groupes de lecture, on avait invité Laurent de Sutter, qui avait écrit son livre Hors la loi, théorie anarchiste du droit. Alors je pense que c'était un peu plus une provocation que réellement une défense d'une théorie anarchiste du droit, mais c'était intéressant parce qu'effectivement, il y avait tout ce questionnement entre la loi telle que conçue comme un cosmos qui vient s'imposer en quelque sorte à la société et qui va établir l'ordre contre le chaos, et la question du jus, donc le droit comme la pratique, justement un peu ce à quoi nous on se rattache, c'est-à-dire l'activité juridique telle qu'elle était pratiquée même par les prêteurs romains qui inventaient justement des formes, etc. Mais derrière, il y a évidemment la question d'autorité. Et ça, c'est vrai qu'on ne fait pas une théorie là-dessus, on n'essaye pas forcément de répondre directement, mais c'est une des ouvertures sur la question de à quel moment est-ce que le droit peut être utilisé comme outil tout en sortant d'une forme de cosmologie qui va essayer de, en fait, être une cosmonomie. C'est Laurent de Sutter qui utilise ce terme, c'est-à-dire vraiment un monde totalisant de normes dont on ne peut pas échapper. Parce qu'on pourrait dire, en fait, il y a un peu une contradiction, c'est-à-dire que dans la coutume, on pourrait dire qu'on n'échappe pas à la cosmologie des croyances ou des rituels ou des formes justement qui existent dans le droit coutumier ou dans les formes d'organisation de différents peuples autochtones ou autres. Et en même temps, on pourrait dire la même avec justement la force totalisante de la loi, du droit positif qui essaye de séparer le fait de la valeur et qui dit seule source de droit, c'est la loi, c'est l'imposition de la modalité coercitive par l'État et par cette force, cette autorité totalisante qui va se répercuter dans le jugement. Et le juge n'est que justement une fonction de la loi, il n'est pas du tout là pour faire un choix réellement d'interprétation. On essaye en tout cas de taire autant que possible la voie interprétative ou ce qu'on appelait en droit la théorie topique et du droit, contrairement à la théorie plus axiologique qui répond à celle de l'État, c'est-à-dire vraiment une construction cosmologique du droit avec les lois et la hiérarchie des normes, et on revient à Kelsen, etc. Donc je sais pas si je réponds vraiment à la question, mais... Par rapport à l'arbitrage, parce qu'en fait, cette question de l'arbitrage, c'est ça y est, le droit s'est complètement émancipé, en particulier la résolution des conflits de l'État. Ouais. Et maintenant, tous les grands groupes capitalistes passent par l'arbitrage international plutôt que par les juridictions des États compétents. Donc les États ont perdu cette souveraineté et cette juridiction sur tout un ensemble de transactions, peut-être les plus importantes. Donc est-ce que ça, c'est une source d'inspiration? Est-ce que c'est une dystopie? Parce que c'est dans le livre. Est-ce que c'est la dystopie ou est-ce que c'est l'utopie d'avoir ces formes d'arbitrage alors, ou est-ce qu'on peut reprendre ça pour un autre projet, un contre-projet? Je veux jamais que tu m'interviewes, Eugénie. Mais alors, concrètement, nous, en tout cas, dans la contribution d'Amina Hassani, elle le dit clairement, c'est une dystopie, parce que elle travaille justement sur la critique de l'arbitrage international, et elle montre en fait comment ça a été justement une façon de garder l'emprise sur des intérêts économiques extractivistes et autres dans les colonies qui étaient en train d'être perdues justement au moment de la phase décoloniale. Et en fait, mais c'est effectivement ce qui, lors de la présentation, elle parlait justement de cette anecdote en quelque sorte assez terrifiante de la plupart des changements que demanderait une transition écologique entre guillemets, en fait impliquerait des lois ou des revirements sur justement les investissements internationaux, etc., où en fait les États pourraient être amenés à rembourser des sommes énormes et qui du coup peuvent être vraiment une façon d'empêcher l'initiative justement de prendre, même si bon, je pense qu'il y en a qui n'ont pas besoin d'être empêchés de prendre l'initiative là-dessus, mais c'est vrai que oui, ça pose vraiment question à quel point est-ce que
ces formes qui s'inventeraient ex nihilo en quelque part, même si là il y a quand même une historicité, il y a un lien quand même avec l'État. En fait, les formations de l'arbitrage international, elles se font dans des intérêts qui sont liés en fait à un intérêt de la grande bourgeoisie, de justement les intérêts industriels des pays européens, des pays occidentaux, pour maintenir justement une capacité en fait de sûreté sur tout ce qui était en fait leurs industries extractivistes dans les colonies. Et donc la question pour moi, c'est plutôt quel pourrait être un autre chemin que juste un façonnement de tribunaux ou de règlements de conflits alternatifs qui soit parce qu'il est proche du pouvoir, trouve une manière de s'officialiser, un peu comme l'arbitrage au final, ou qui reste justement juste des mécanismes qui existent en aparté de la réalité du droit actuel, du droit positif. Alors c'est très bien aussi qu'il y ait justement des mises en place de justice transformatrice dans des communautés, au sein de collectifs, etc. Et je pense que justement, l'idée de dire, regardez l'activité juridique, ça peut inspirer, c'est aussi une manière de dire... en fait, on doit penser le droit si on veut, en fait, même être dans des collectifs, qu'ils soient militants, qu'ils soient autres. Il y a vraiment des questions qui se posent d'un point de vue vraiment local. Et ensuite, d'un point de vue plus stratégique, souvent, je pense, les anarchistes vont revenir à la théorie fédérative et de dire à quel point est-ce que justement, si on veut défendre le droit relationnel, le droit des interdépendances, comment est-ce qu'on construit des contrats fédératifs qui sont des contrats en fait de défense entre différentes communautés et qui permet au sein de ces communautés au final d'improviser leur propre forme et leur propre autorité juridique. Alors évidemment ça pose la question s'il n'y a pas de valeurs ou de principes instituants, est-ce qu'on tombe, c'est toujours la peur qu'on évoque, qu'on va tomber en fait dans un relativisme absolu où dans certaines communautés tout sera autorisé et dans d'autres ça sera très strict, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une question de comment entretenir un dialogue sans tomber dans une forme instituante par le haut. Et ça, c'est vrai que c'est une question peut-être plus stratégique, politique que juridique, mais qui, je pense, est très importante. Moi, je trouve ce qui est intéressant sur cette question-là, dans l'article de Amina Hassani, c'est que justement, on voit, là où on pourrait dire d'un point de vue anarchiste, l'arbitrage, ça paraît être plus sympathique que le jugement civil. Et pour autant, ce que ça démontre, c'est qu'en fait, la question de la forme en tant que telle ne peut pas être pensée sans le contexte social dans lequel cette forme s'applique. Et qu'en fait, penser l'un sans l'autre, tu te prends les pieds dans le tapis. Complètement. Mais c'est un peu le problème, c'est que au final, le juriste, il est un peu coincé dans une forme de volonté de penser cette relation entre l'être et le devoir être, sans jamais vouloir, et c'est peut-être sa contradiction, de vouloir échapper au fait d'être complètement dissous dans le fait social ou le fait anthropologique, et donc de dire il n'y a pas de droit, et en fait la question de dire il n'y a pas de droit, c'est aussi la question de dire est-ce qu'il y a une possibilité ou non d'assurer une réflexion sur comment on résout les conflits pour ne pas être dans une forme d'immanence qui peut elle aussi laisser couler des formes arbitraires, des formes violentes, des formes inquiétantes en tout cas de façon de résoudre les conflits. Et donc c'est vrai que c'est un rôle qui je pense est peut-être un peu schizophrénique, parce qu'il y a ce côté entre la loi qui est imposée en quelque sorte, ou qui va être pensée d'un point de vue souvent du point de vue archimédien en fait, du haut d'une entité ou d'une élite ou d'une classe sociale, etc. Et donc c'est vrai, le contexte joue énormément là-dessus. Et en même temps de juste retomber dans le fait social, en fait on perd la possibilité d'avoir une discussion sur les procédures et les valeurs qui assurent... Et après, il faut bien se dire que cette schizophrénie, elle traverse pas que les juristes, elle traverse la totalité de la société. C'est-à-dire que je pense que n'importe quel instituteur ou institutrice de maternelle sait que d'un côté, il s'occupe d'enfants et que c'est chouette et qu'il permet des choses, et que de l'autre, il participe à la reproduction sociale et de machin. Donc ces contradictions-là entre le monde dans lequel on vit et ses contraintes et celui dans lequel on préférerait vivre et ses contraintes, elles traversent
Complètement. tous les rapports, quoi. Mais je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, on en discutait récemment avec des membres des juristes anarchistes, ce qui est très difficile pour les juristes, en tout cas, ou ceux qui font de la recherche là-dedans, c'est qu'on a un moment où il y a un vrai revirement sur la notion de l'état de droit, un vrai questionnement avec ce qui se passe aux États-Unis et tout, sur la fascisation. Et donc, en fait, la liberté de faire de la critique du droit, juste pour faire de la critique du droit, c'est-à-dire de dire on peut améliorer ses formes, etc., devient soudainement quasi obsolète, quasi dérangeante, et donc on est dans un entre-deux vraiment particulier où à la fois, et peut-être que ce livre résonne un peu avec alors, vous disiez que c'est pas vraiment un entre-deux, et je comprends, mais il y a un côté un peu de... on a à la fois envie de dépenser une énergie critique sur justement ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut défendre en tout cas dans l'existence du droit positif actuel, et en même temps c'est une énergie qui paraît quasi gâchée et qui se confirmerait de plus en plus du fait que l'état de droit dans son fonctionnement habituel est vraiment en train d'être mis en question, en tout cas dans certains pays. Et donc ça, c'est effectivement, ça pose vraiment question sur quel est le rôle du juriste qui voudrait être critique ou qui voudrait être anarchiste. Et donc, oui, ça pose une question aussi peut-être de destitution, de comment on sort justement des formes instituantes. Et même si je pense que ce livre-là n'est pas un manuel de comment sortir des formes instituantes, il essaye en tout cas de montrer qu'il y a des outils dans le droit positif institué qui peuvent en fait exister en dehors de leur institution. En tout cas, je pense que moi, c'est ce que je défendrais, en tout cas, dans l'intérêt ou la vision de ce travail collectif. C'est des juristes qui montrent qu'il y a il y a des sujets de discussion, des manières d'interpréter qui restent encore libres sur les formes juridiques et qui donc ouvrent des portes sur peut-être comment repenser ces formes juridiques dans des sociétés anarchistes ou dans des sociétés ou des collectifs qui veulent faire autrement. Et peut-être si on avance dans le livre, donc ensuite la question suivante, il y a la question de la Constitution et du droit public. Et alors il y a un imaginaire qui est celui du pouvoir constituant, qui est très très mobilisateur à gauche, qui est très romantique, etc. Et puis on a l'exemple de la Révolution française où on a la Constitution de 1793 et on va faire des actes constituants et les régénérer. Et puis ça va jusqu'à Mélenchon aujourd'hui avec... Voilà, cette idée du peuple constituant. Donc c'est une idée très mobilisatrice, en même temps c'est une idée qui est remise en cause. Si on pense je pense à Benjamin, Walter Benjamin, qui disait voilà, il y a cette violence, en fait le droit, le pouvoir constituant c'est forcément une violence, et du fait de la violence du pouvoir constituant, on a forcément besoin d'une violence préservatrice de droit pour maintenir la violence du pouvoir constituant originel. En fait on peut pas se départir de ça, sauf à être dans une révolution permanente. Et donc en fait la question qui se pose, c'est est-ce que, et Agamben répond oui, alors il faut des puissances destituantes, et il faut sortir de l'imaginaire du constituant pour partir dans l'imaginaire destituant. Donc ça rejoint ce qu'on disait. Donc comment dans la contribution, en fait, dans les différentes contributions sur le droit public sont traitées ces questions-là du pouvoir constituant? Est-ce que vous pouvez Alors moi je suis complètement, mais parce que je trouve la question fascinante, mais je vais pas parler au nom de ces contributions parce qu'à part celle d'Erwan Sommerer, j'ai moins de maîtrise sur les contributions, notamment sur celle de Murray Bookchin. Après je connais un peu effectivement, et je pense que c'est très intéressant. Donc l'hypothèse, je pense, de celle de la contribution sur Murray Bookchin, c'est vraiment de repenser le droit public administratif français du point de vue justement municipaliste, et de voir comment peuvent s'insérer des formes municipalistes dans le droit administratif. Mais sur la Constitution, en tout cas, il y a vraiment quelque chose, je pense, à dire justement sur la contradiction effectivement entre ce pouvoir constituant et la question de à quel point est-ce qu'elle peut être mise à jour, à quel point est-ce que c'est la modalité par laquelle il faut passer pour justement sortir d'une forme de la compréhension du droit comme un système ordonné et en fait institué à un moment donné historique et pour de bon, quoi. Et c'est vrai que moi je trouve ça assez fascinant ce que Erwan Sommerer dit sur justement les débats qui ont eu lieu à ce moment-là,
Explique bien, parce que son article, c'est sur 1791. Exactement, ouais. C'est pas 1793, oui, justement. Oui, c'est justement, c'est avant. Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment... Alors, il parle des partisans, donc plus républicains, qui... donc, il y a Condorcet, et je me rappelle plus du deuxième, mais qui essayent justement de mettre en avant l'idée qu'il pourrait y avoir une forme de constitutionnalisation qui est régulière en quelque sorte, qui est en fait une mise à jour. Une mise à jour, exactement. Parce que se pose la question de la stabilité. En fait. Exactement. Une constitution, est-ce qu'elle dure donc certains, on va dire, le droit disent, mais oui, faut faire gaffe parce que sinon il va y avoir trop de démocratie, donc il faut faire un truc, ça bouge plus, on n'en parle plus. Et d'autres qui eux vont dire, mais non. Et notamment pour consacrer le droit de propriété, il y a toute une inquiétude sur le droit de propriété, sur si on remet sur la table les valeurs à chaque fois, ça va poser des problèmes de sécurité ou de certitude juridique. Et en même temps, effectivement, la question qui est posée sur est-ce que c'est pas une bonne idée de demander au peuple en fait régulièrement de reposer sur la table les valeurs et les lois qui définissent leur constitution. Oui, parce qu'il dit à un moment, je crois que c'est Condorcet qui dit un truc un peu marrant, il dit en fait c'est pas imaginable que des gens vivent selon des lois et des règles qu'ils n'ont pas décidées. Exactement. En fait, il nous dit... faudrait au moins une fois par génération que ça soit reposé sur la table. Il parle de tous les 30 ans, il y a en tout cas il y a une proposition qui est faite sur tous les 30 ans pour que ça soit vraiment un truc générationnel, pour justement qu'on soit pas piégé par des lois anciennes et qu'il y ait une mise à jour. Après, je pense que si on veut penser d'un point de vue plus destituant, la question même de l'outil constitutionnel se pose. Je sais que vous aviez reçu Laureline Fontaine, c'est ça, sur justement le fétiche de la Constitution, et ça c'est vrai que c'est une grosse question parce que souvent elle vient après pour en fait consolider des intérêts économiques ou des formes qui intéressent en fait l'intérêt particulier d'une classe sociale. Donc c'est vrai qu'il y a un peu cette difficulté. Et en même temps, ça pose effectivement la question pour moi de comment est-ce que on peut vivre dans des sociétés où il n'y a pas un vrai questionnement et une vraie actualisation en fait de notre manière de comprendre ou d'organiser les règles sur que ce soit sur les communs, sur les biens communs, les services communs, ou que ce soit sur en fait les politiques qu'on veut mettre en place. Donc c'est certain que la question d'un cycle régulier de constitution, il est intéressant. Après, la question se pose évidemment avec ce pouvoir constituant qui a une forme, au final, on va tomber très vite dans la forme schmittienne, en quelque sorte, de justement le décisionnisme qui a une puissance qui peut devenir du coup totalitaire. Et il y a vraiment un risque aussi de vouloir appuyer systématiquement sur la Constitution comme le seul point de départ, parce qu'au final, et c'est là où on revient à Walter Benjamin, on tombe sur, et ça pour moi c'est une des grandes interrogations philosophiques que je trouve que Walter Benjamin pose magnifiquement dans Critique sur la violence, où justement il montre que c'est un cycle mythologique, qu'il y a toujours une forme de contrat, et que même le Parlement, en fait, prétendant être pacifiste, vient justement de la fondation par la violence, et donc pour en sortir, il faudrait... Alors, il y a un passage où il dit dans ce texte, il faudrait retrouver justement le jeu du dialogue, en fait, et il parle un peu comme une forme de médiation dialogique où il n'y a pas la notion de punition du fait de la tromperie. Il part sur tout un truc assez fascinant de comment revenir, en fait, à des formes... au final, des formes dialogiques ou de médiation qui seraient en dehors du contrat. Donc lui, il exclut le contrat, contrairement à Proudhon. Il a vraiment une volonté de dire le contrat, c'est juste un rapport de force qui dit on est d'accord parce qu'on a tous les deux de la force et on sait qu'on va se taper dessus si on a un désaccord. Et donc il y a vraiment cette question de comment rentrer dans des formes beaucoup plus organiques au final. Mais évidemment, c'est toujours un risque d'idéaliser une forme de résolution de conflit qui serait... alors,
c'est un risque et en même temps c'est intéressant si on veut penser destitution, quoi. C'est toute la question. Parce que là, avant Benjamin, dans l'article, dans Erwan, dans l'article de Erwan Sommerer, donc où il parle donc de 1791, donc cette espèce d'hésitation quant à la pérennité de la Constitution, voilà. Il met ça, il met en vis-à-vis de cette question-là Gustav Landauer, qui est donc un penseur allemand un siècle plus tard, et qui lui en fait fait une espèce de geste philosophico-politique hyper intéressant, qui est en gros de retourner la question en disant, alors juste que j'avais copié-collé les trucs, voilà, donc dans son appel au socialisme, il imagine ainsi une communauté qui adopterait l'insurrection comme constitution, la reconfiguration et le bouleversement comme règle prévue une fois pour toutes. C'est-à-dire que le renversement de Landauer, c'est de dire, en fait, le seul moment fondateur possible, le moment, et Sommerer cite aussi Arendt qui dit sensiblement la même chose, hein, en fait, le moment de l'inventivité et de la liberté, c'est le moment insurrectionnel, c'est le moment révolutionnaire, et ensuite, après, on perd un petit peu ce qu'on a gagné de liberté là, et donc ensuite, il faut se ressoulever, et donc ça, c'est d'un seul coup, ça fait que là, c'est pas la paix civile comme espèce de norme, et puis il y a des moments où on gagne un peu des droits, où on en perd, mais en fait, c'est en gros, le surgissement et l'expérimentation comme point de départ et d'ancrage, et ensuite, le reste, pas que c'est de la merde, ensuite le reste, c'est des petits dépérissements, et ensuite la question se repose. Et donc là, pour le coup, c'est vraiment, alors c'est pas exactement la question de la destitution au sens de Agamben, où là, il y a un truc de pas de côté chez Agamben qui est peut-être un peu moins, certainement moins audacieux que Landauer, ou moins combatif peut-être. Mais bon, en tout cas, c'est Joseph, micro. Mais il faut rappeler une chose chez Landauer quand même qui est très importante pour compléter ce que tu dis toi, et on le retrouve dans l'appel au socialisme, c'est que cette question d'une sorte de révolution permanente qui serait la Constitution elle-même, elle ne peut se penser qu'à partir de quelque chose, et là c'est un peu la mystique, un peu landauerienne, qui est la question de l'esprit, comme il dit, c'est-à-dire la question de la communauté, c'est-à-dire la question du lien, c'est-à-dire la question de l'immanence, la question de l'immanence qui fait que les communautés se tiennent, quelque chose qui tient dans l'ordre de la communauté, quoi. C'est contre quelque chose d'autre qui fait contraste, qui est celle de l'atomisation sociale qui constitue les corps sociaux. Lui, il a été témoin de un peu les moments dans lesquels on peut dire, voilà, la société en tant que masse atomisée, elle est déjà là. Hein, c'était les années 20, quoi. Les années 20, l'Allemagne qui est rentrée dans son cycle de surindustrialisation, etc., quoi. Bon, et ça, à mon sens, c'est intéressant. Et c'est juste une manière aussi de rappeler ces questions-là du sujet de droit, quoi. Complètement. Chez Landauer, ça n'a pas de sens de parler de sujet de droit. Mais il y a quelque chose moi je trouve qu'il y a quelque chose effectivement de très intéressant sur ce surgissement un peu de l'insurrection. Et en même temps, en fait, c'est intéressant parce que ça rappelle aussi l'état d'exception. Et l'état d'exception, effectivement, il y a des choses qui en fait, il y a une forme, comment dire, de créativité extrêmement forte, mais qui peut aussi mener à des formes de destruction qui sont pas du tout contrôlées, qui sont pas du tout... donc, moi, je trouve que l'idée, elle est vraiment intéressante. Est-ce que la forme fédérative, c'est une version un peu, justement, plus faible, plus sécurisée, parce que Proudhon, il est assez conservateur, au final, il a une vision de comment l'anarchisme peut se construire, qui est très contractuelle, au final, donc qui répond pas du tout à ce que Walter Benjamin dit sur la critique du contrat. Et donc ça, je pense que c'est des débats qui animent... qui sont vraiment au cœur de notre sujet en tant que juriste anarchiste, parce qu'il y a vraiment ce problème de savoir si oui ou non ce qu'on veut en fait défendre, c'est des pratiques juridiques qui permettent de incarner, ou en tout cas de remodeler la forme juridique sur quelque chose d'immanent, sur quelque chose de relationnel, dans des communautés, et en même temps qui puisse avoir une stratégie pour aussi se défendre d'autres formes qui sont justement dans la mythologie de la violence, de l'institution, et donc du contrôle du territoire, de la population, etc. Et donc ça, c'est vrai que ça pose une vraie question. Nous, on pense qu'il y a intérêt à aller explorer un peu plus la question pénale, la question carcérale, pour vraiment s'attaquer à la racine de ce problème de la violence, et du fait que derrière tout juriste, il y a quand même un peu un policier aussi, et donc il y a un peu cette question un peu inquiétante de à quel point est-ce que on peut ou pas se libérer de ce contrôle et de cette forme-là.
Et je pense que ça sera sans doute une des étapes suivantes de recherche sur lesquelles on aimerait en tout cas se pencher. Mais c'est vrai que moi, ça me pose question, c'est quelque chose qui me fascine aussi, à quel point est-ce qu'on peut retourner la destitution comme une forme d'insurrection permanente. Et c'est vrai qu'elle est très créative et elle permet, on le voit dans les discussions des débats de 1791, c'est fascinant à quel point il y a des ébullitions, il y a des formes vraiment intéressantes, et en même temps il y a toujours la menace justement par rapport à la guerre, par rapport aux formes en fait de violence interne autant qu'externe, et donc c'est toujours un peu la question à quel point on peut destituer tout en ayant une certaine forme de pacification par le dialogue juridique ou le langage juridique. La situation récente qui m'a paru poser cette question-là de manière la plus aiguë, c'est, je me rappelle plus le nom de la ville, mais c'est à côté de Seattle, il y a une autre grande ville universitaire. Ah oui. Bon bref, on s'en fiche. Au moment de George Floyd, les gens ont décrété une zone sans police. Quoi. Oui. Et mais donc assez conséquente, etc. Donc c'est une ville où il y a quand même une assez grosse tradition anarchiste. Etc. Et donc moi j'y étais pas et je me garderais de faire des espèces de jugements, mais bon, ce qui m'a été raconté d'amis qui étaient sur place, c'est qu'en fait c'est les États-Unis et donc très très vite la zone sans police, il y a eu tous les gens qui ont des problèmes psychiques qui sont très 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 nombreux aux États-Unis, des gens qui ramenaient des armes et en fait, ça a très vite tourné à quelque chose de ce qui m'en a été raconté, encore une fois, au début de très rigolo et de très vite assez glauque. Oui. Et moi, je me souviens qu'un ami américain qui posait ça, je lui dis, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas posé des règles dès le début, comme par exemple, personne ne ramène d'armes? Parce que, on pourrait dire ça soit un peu le truc, la base, bon, on va pas se faire. C'est sûr. Et il m'avait ce pote m'avait répondu, mais on est aux États-Unis, tu peux pas dire ça aux gens. Bah oui, bien sûr. Et évidemment, bien sûr. Mais en tout cas, c'est vrai que ça fait réfléchir, et même la contribution de Pierre Bans sur le Rojava et le Chiapas, on voit que c'est des formes instituantes au final qui se mettent en place, mais pour des raisons matérielles très concrètes, c'est-à-dire la violence armée autour d'eux, des États, dans le cas du Rojava évidemment, et au Chiapas c'est aussi tout le cartel de drogue, et tous les conflits avec l'État mexicain. Mais donc il y a comme une forme quasi automatique d'institutions dans des moments de rupture, et donc c'est ça qui est toujours assez intéressant. Et la Révolution française évidemment ça a été un exemple phénoménal de ça, quoi. C'est la continuité par la République d'une forme instituante extrêmement forte, et en même temps un moment de liberté ou de discussion en tout cas sur ce qui pourrait être en termes de forme juridique qui était assez impressionnante. Mais moi je me ferai jamais l'avocat de il faut absolument instituer pour pacifier, et en même temps de dire juste la destitution suffit. Je pense que c'est là où les juristes anarchistes peuvent dire en fait, s'il n'y a pas une réflexion sur qu'est-ce que le droit dans ce moment de destitution ou dans ce moment d'insurrection, il y a quand même un risque effectivement que la mythologie telle que décrit par Benjamin, ce mythe fondateur de la violence finisse par toujours dominer, quoi. Et c'est toujours le risque, et sortir de ça, au-delà d'une insurrection populaire qui telle qu'il l'appelle, alors lui il parle comme Landauer de quelque chose d'assez mystique, la violence divine, qui est en fait le vivant qui se défend. C'est assez fascinant la façon dont il en parle, mais au final, effectivement, au-delà de ce moment historique où les conditions se rencontrent pour une insurrection ou un mouvement de renversement de l'ordre établi, il y a un besoin en tout cas dans cette transition de vraiment réfléchir sans vouloir instituer. C'est toute l'ambiguïté de sortir de ce cercle. C'est une tension, quoi. C'est une tension, et au final, Benjamin nous laisse un peu avec cette interrogation de est-ce que c'est possible de briser ce cercle ? Ça, c'est une grosse question. Et je pense que de façon beaucoup plus humble et limitée, ce livre, c'est plus une question de dire y a-t-il des moyens de préserver dans le droit des habitudes, des connaissances de comment en fait résoudre des conflits, ou comment protéger certaines valeurs, effectivement, et on s'en passe, ceux qui écrivent sur les valeurs des communs ou sur les valeurs anarchistes ne s'en cachent pas dans le livre, de comment faire pour justement défendre
ces valeurs d'un point de vue juridique. Le livre, c'est pas un manifeste, c'est exactement, un livre de recherche. Oui, complètement. Ouais. Oui, et pour revenir à la question du sujet de droit, parce qu'il y a beaucoup dans le livre de références au droit individuel, au droit subjectif, et même d'ailleurs dans la préface droit à l'avenir. Donc c'est très joli, très poétique, mais ça reste dans le paradigme du droit subjectif. Est-ce que le problème, c'est pas justement le droit subjectif qui est donc au départ de la propriété, j'ai la propriété de mon propre droit, c'est ça qui va être consacré en droit, et c'est fondamentalement antithétique avec le droit relationnel, justement, et est-ce que le fait de s'ancrer dans les droits subjectifs, même en défendant dans une certaine mesure le droit au logement, etc., c'est pas là que c'est pas ça qu'il faut commencer par abolir, pour ensuite... Et le droit naturel, c'est aussi, voilà, dans cette généalogie du droit subjectif, contrairement à la coutume, on pourrait penser aussi peut-être au rite. Donc quand on fait du droit chinois, donc c'est une mythologie de dire qu'il n'y avait pas de droit en Chine dans le droit ancien, parce que c'était les rites, etc., le fa et le li. Il y a quand même une idée intéressante, même si c'est complètement mythologisé, qu'il y a des formes de normes sociales avec des sanctions sociales qui ne sont pas subjectives, qui sont vraiment dans des rapports de relations, et on substitue l'ordre public à l'harmonie. Bon, alors, c'est avec toutes les formes de dévoiement possibles et inimaginables, mais en tout cas, au niveau de l'imaginaire, il y a des choses à penser. Donc, quel est votre... est-ce que vous avez débattu sur la question du droit subjectif, du droit naturel, et puis de penser des formes de droit qui ne sont pas attachées à des individus comme des propriétés? Alors, il y a eu des discussions sur le droit naturel, ça c'est vrai, sur justement cette question de comment beaucoup des théories anarchistes ou des grands anarchistes comme Kropotkin, Bakounine, il y a une forme de penser que en fait, plus on apprend à comprendre la nature, à être capable de voir les interdépendances, les solidarités, etc., plus on sera capable en fait d'atteindre une compréhension de comment organiser un ordre qui ne nécessite pas des sanctions, qui permet à chacun de se gouverner par lui-même, quoi. C'est un peu, là on revient à Proudhon, cette idée que l'anarchie, là, c'est le sans arché, c'est l'ordre ultime en quelque sorte, parce qu'on n'a pas besoin d'être gouverné, on n'a pas besoin de former une hiérarchie de normes, etc. Sur les droits subjectifs, non, on n'a pas tant discuté de ça, et j'avoue que je l'ai dit en répondant à la question, je pense que c'est effectivement peut-être un des sujets qu'on n'aborde pas vraiment, en tout cas frontalement, même s'il est parsemé effectivement dans les contributions. D'un point de vue personnel, moi je pense que je serais d'accord en fait avec ce que vous venez de dire sur l'idée que se départir un peu du droit subjectif, c'est recontextualiser en quelque sorte comment les communautés forment des droits par des relations, par des interdépendances, etc. Moi je m'intéresse personnellement beaucoup à ça à travers un philosophe du langage, Wittgenstein, qui justement remet en question énormément l'idée même du sujet et du langage privé comme un droit. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une singularité, une intimité, etc., mais ça veut juste dire que les règles et la manière dont on normalise certains comportements sont en fait détenus par le contexte relationnel, et donc que c'est un langage public qui crée notre propre intimité, et donc il y a quelque chose de l'inversement justement mais bon, ça c'est des débats philosophiques qui malheureusement n'ont pas pu faire le sujet de ce livre, mais c'est vrai que c'est un questionnement, et je serais tout à fait, personnellement en tout cas, tout à fait d'accord de dire qu'il y a un besoin de réfléchir ça, si on veut passer à une forme de droit relationnel, comment on sort de cette atomisation des droits, tout en préservant quand même justement une liberté d'interprétation et de critique, et même aussi de sortie, c'est-à-dire de pouvoir aussi se choisir et ne pas juste être excommunié ou être sorti d'une communauté dès lors qu'on ne répond pas à la norme relationnelle qui est établie par cette communauté. Donc c'est vrai que ça c'est un des grands enjeux, je pense, de comment résoudre une forme de droit qui n'est plus la relation entre l'individu et l'État, qui a été un peu cette construction post-révolutionnaire extrêmement, en fait, qui s'est débarrassée de tous les corps intermédiaires du fait de la Révolution, pour abolir des privilèges qui étaient souvent très arbitraires et très absurdes, mais qui en même temps donnaient une forme de réalité organique aux interdépendances et aux différents besoins des communautés, quoi.
Donc c'est vrai que voilà, c'est un gros sujet, mais oui, je pense que c'est un bon début aussi, le droit subjectif et la question de s'en départir ou pas. Non, mais il y a quand même une question d'actualité, peut-être Ouais. pour finir. Quand on ouvre le livre, c'est un colloque qui a eu lieu en 2021, et dans la préface, vous commencez en disant c'est une question qui peut prêter à rire les Ouais. juristes anarchistes. Mais aujourd'hui, en 2025, alors qu'on a une vague de libertarianisme Ouais. qui vient de souffler toutes les États-Unis et puis l'Amérique latine dans une grande partie, ça ne prête plus du tout à rire. Au contraire, c'est une question d'actualité. Donc, dans quelle mesure vous réfléchissez aussi avec les libertariens? Quels sont les... Est-ce qu'il y a des points de convergence? Est-ce qu'il y a des repoussoirs? Comment la pensée libertarienne de droite, d'extrême droite, inspire ou n'inspire pas la pensée anarchiste de gauche? Alors, c'est une grande question. Et j'avoue que alors là, c'est là où je suis très triste que Louis Hill soit malade, parce que lui aurait bien mieux répondu à cette question que moi, étant donné qu'il a beaucoup plus fréquenté ces textes-là, qu'il s'intéresse justement à ce point de départ qui, du coup, pour le coup, correspond beaucoup plus à la question du droit subjectif, de la liberté individuelle, de comment a été conçu dans cette forme libertarienne le rapport à l'État de façon vraiment à s'en défaire autant que possible, mais tout en gardant en fait un intérêt dans ces sortes d'ordres qui font fonctionner la société, que ce soit le marché ou l'État. Et donc c'est vrai que c'est un sujet vraiment intéressant de voir. Alors on avait eu justement Catherine Malabou qui a écrit la préface. Je me rappelle, le jour du colloque, avait introduit, en faisant référence à son livre aux voleurs, sur les idées anarchistes prises par les philosophes, où elle avait justement explicité que en fait, l'anarchisme de fait des libertariens n'est pas vraiment un anarchisme. Alors malheureusement, j'ai plus le souvenir de son argumentation, mais je l'avais trouvé très pertinent, parce que c'était de faire une distinction pour montrer que la tentative au final de contrôle par des formes de libération totale de certaines contraintes bureaucratiques, étatiques, etc., n'était pas du tout dans une volonté de construire des utopies concrètes ou de penser justement l'anarchisme qui pourrait exister en droit, mais que c'était beaucoup plus... alors on l'a mentionné justement, Amina Hassani en parle en partie sur les arbitragistes, et l'influence de cette idée néolibérale de comment on peut contraindre l'État, de faire en fait l'État minimaliste, donc les min-anarchistes, comme on en avait discuté plus tôt, et de justement en fait la différence de cet anarchiste de fait, c'est qu'il est toujours dans une volonté de contrôle réel, pour servir en fait des intérêts qui sont au final qui appartiennent soit à une classe ou à une élite, ou qui sont dans un intérêt complètement, pour moi, idéologique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout la volonté de penser concrètement la pratique ou l'activité juridique. Il y a juste la volonté de se défaire de certains en fait de certaines mécanismes de contrôle, tout en gardant en fait l'appui central du pouvoir étatique, ou de la puissance d'une forme oligarchique du marché. Et d'ailleurs c'est une trahison, je pense que des personnes comme Elon Musk qui peuvent se revendiquer libertariennes ou autres, sont en grande partie, dans leur fonctionnement et dans leur vision ou leur application de la chose, ils sont une trahison réelle à des penseurs comme Nozick ou autres. Donc je pense qu'il y a une ambiguïté qui se joue. Et c'est vrai que ça a été beaucoup évoqué sur la question des blockchains. Il y a même un documentaire qui était sorti, qui était intitulé Les anarchistes ou quelque chose comme ça, où en fait c'est juste des personnes qui sont dans un attrait pour une spéculation financière, qui essayent de vivre librement supposément, mais en fait c'est juste une forme d'utilisation à fructition du marché de façon complètement effrénée. Donc il y a quelque chose un peu vraiment détaché au final de l'idée même d'anarchie dans cette application-là. Donc, je ne sais pas si ça répond vraiment, mais pour moi il y a une question de
comment est-ce que les libertariens ont aidé à réfléchir quand même des formes de liberté individuelle, des formes de compréhension d'organisation sans État, et en même temps, à quel point est-ce que justement ces idées-là ont été utilisées plutôt pour en fait avancer les intérêts particuliers d'une classe sociale ou d'un intérêt industriel. Et ça, c'est vrai que c'est une grosse question, mais je pense que j'y réponds pas forcément très bien parce que je suis pas aussi expert sur ces questions-là que Louis.